Europe 1. Bonjour Bruno Tertrais. Bonjour. Directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique. Merci d'être en ligne avec nous ce matin pour évoquer ce qui pourrait être l'autre crise internationale majeure de cette année 2022 et peut-être même l'année prochaine en 2023. Je veux parler des relations de plus en plus tendues entre la Chine et Taïwan. Ces derniers jours, on a assisté à un brusque regain de tension justement entre les deux pays sur fond de menaces d'invasion de l'île. Taïwan vient de bénéficier d'une importante aide militaire américaine de 10 milliards de dollars sur 5 ans, alors que Pékin accentue ses manœuvres militaires, aériennes en mer. Alors on a du mal parfois à faire la distinction entre la gesticulation, de véritables intimidations. Est-ce que ce sont des signes particulièrement inquiétants, Bruno Tertrais ? Ce sont des signes, mais ils ne sont pas particulièrement inquiétants. C'est le signe du mécontentement de Pékin, de la volonté de la Chine populaire de faire pression de plus en plus fortement sur Taïwan, mais il n'y a absolument rien qui permette de dire que Pékin se prépare à une opération militaire majeure contre Taïwan. Nous ne sommes pas du tout, si vous voulez faire la comparaison, nous ne sommes pas du tout dans une situation analogue à celle qui était le cas en Ukraine, ouais. En tout cas autour de l'Ukraine, dans les mois précédant l'invasion russe. Pourtant, du côté de Taïwan, le discours officiel, c'est qu'il faut se tenir prêt parce que justement, on craint que Pékin engage une action d'invasion comparable finalement à celle engagée par Moscou en Ukraine. C'est le discours à Taipei en tout cas. Mais que ce soit le discours de Taipei, c'est tout à fait normal. Il s'agit de mobiliser la population pour que jamais cela puisse arriver. Il s'agit de dissuader Pékin de le faire. Il s'agit de signaler à Washington et à Pékin que Taïwan est prêt à résister. Et c'est une entreprise de longue durée. Personne ne s'attend à ce que la Chine attaque Taïwan dans les semaines ou même dans les mois qui viennent, mais ça reste une très forte possibilité pour la décennie actuelle. Donc Taïwan prend les mesures qui s'imposent, adapte son armée, tire les leçons de l'Ukraine et effectivement s'y prépare. C'est une sorte de, comment dirais-je, de dissuasion du faible au fort en quelque sorte, c'est un peu ça ? C'est exactement cela. Autrement dit, Taïwan adopte une stratégie qu'elle appelle la stratégie du porc-épic. Il s'agit de rendre une invasion extrêmement coûteuse pour l'envahisseur, pour que celui-ci renonce à son projet et soit donc dissuadé. Soit dissuadé non pas par la menace de représailles majeures, mais tout simplement par le fait que le coût d'une invasion pourrait être absolument terrible pour les forces chinoises, en dépit du différentiel de potentiel entre les deux armées. Car envahir Taïwan, ça ne serait pas simple. Ouais, alors j'évoquais le discours officiel à Taipei, à Taïwan. Il y a aussi le discours officiel à Pékin, les discours du président Xi Jinping qui semble, comment dirais-je, obsédé par cette histoire de l'annexion de Taïwan, parce qu'il faut dire, à Pékin, on considère que Taïwan, l'ex-Formose, ça fait partie du territoire chinois. Oui, officiellement, à Pékin, Taïwan, c'est la 23e province chinoise. Et donc, pour le Parti communiste chinois, il est hors de question que lors de l'anniversaire de la République populaire en 2049, Taïwan ne soit pas pleinement revenu dans le giron de Pékin. Ouais. Donc ça, c'est un discours chinois traditionnel depuis des décennies, mais la différence, c'est que Xi Jinping en a fait véritablement un objectif majeur et a décidé que, quels que soient les moyens, a fait voter une loi qui dit que quels que soient les moyens, Taïwan devra revenir dans le giron de la mère patrie. Donc c'est effectivement une sorte d'escalade politique, et en tout cas du point de vue de Pékin, la question ce n'est pas si, c'est quand. Du côté de Taïwan, en revanche, on est sans vouloir déclarer l'indépendance, qui serait une ligne rouge pour Pékin, on est fermement décidé à maintenir la souveraineté d'une entité chinoise qui n'est plus tout à fait la même chose, qui s'est éloignée culturellement et politiquement et socialement du continent. Un élément que l'on n'a pas encore exprimé, Bruno Tertrais, c'est la capacité militaire de la Chine pour une éventuelle invasion de Taïwan. Elle n'existe pas, elle n'est pas là concrètement, cette capacité militaire. Il y a tout de même une capacité en nombre. La Chine a l'avantage du nombre, mais
envahir Taïwan sans saisir et maîtriser l'île à un coût acceptable, ça n'est pas une capacité dont la Chine populaire dispose encore aujourd'hui. Vous savez, ça a l'air petit, Taïwan, mais il faut traverser un détroit avec des courants extrêmement dangereux. Il faut arriver sur des plages qui sont beaucoup moins accueillantes que les plages de Normandie en 1944. Ouais. Il faut franchir des rideaux de défense taïwanais. Effectivement, cette capacité-là de le faire de manière assurée et à un coût acceptable, la Chine ne l'a pas encore totalement. On estime plutôt que elle l'aura d'ici quelques années dans le courant de la décennie 2020. En attendant, je le disais en introduction de notre discussion, Bruno Tertrais, il y a toujours ces manœuvres aériennes, ces avions de combat qui virevoltent, pardonnez-moi l'expression, non loin de Taïwan. Et on se dit qu'un incident, un accrochage pourrait mettre le feu aux poudres. Oui, malheureusement, cela pourrait arriver. Pour l'instant, toutefois, la Chine ne survole pas, n'entre pas dans l'espace aérien taïwanais. Oui. Elle dépasse ce qu'on appelle la ligne médiane, c'est-à-dire la frontière officieuse. Il faut bien le préciser, entre l'île de Taïwan et la Chine populaire, mais elle ne se risque pas à rentrer dans l'espace aérien où ces navires ne risquent pas non plus de rentrer, ne se risquent pas à rentrer dans les eaux territoriales. Ouais. Si jamais la Chine populaire, ce qu'elle pourrait faire, allait jusqu'à effectivement ce type de manœuvre, ce type de geste, alors là le risque serait réel. La stratégie de Pékin, c'est de grignoter progressivement la souveraineté de Taïwan, de faire pression sur ses dirigeants, et malheureusement un incident du type de ce que vous évoquez est toujours possible dans les mois, dans les années qui viennent. Pour l'instant, on n'en est pas là, mais on s'en rapproche. Laissons de côté donc l'aspect strictement militaire. On évoque aussi dans le cadre de ce conflit l'hypothèse d'un blocus économique imposé par la Chine sur Taïwan. Qu'est-ce que ça pourrait revêtir comme réalité, Bruno Tertrais ? Le blocus serait du point de vue de Pékin une stratégie plus intelligente qu'une tentative de conquête militaire pure et simple. Alors je rappelle que le blocus c'est un acte de guerre, donc ça veut dire que techniquement la Chine entrerait en guerre contre Taïwan. La question serait de savoir ce que feraient alors les Américains, puisque l'Amérique s'est engagée à défendre Taïwan par la voix de Joe Biden. Ouais. Il y a vraiment un consensus aujourd'hui aux États-Unis pour dire on ne peut pas se permettre, pour tout un tas de raisons, y compris la réputation de l'Amérique, y compris l'importance économique de Taïwan, y compris le fait que le Japon regarde de très près tout ce qui se passe, et que si Taïwan tombe, toute l'Asie de l'Est tombe. Donc cet engagement à défendre Taïwan existe. Est-ce que l'Amérique irait jusqu'à briser un blocus imposé par Pékin? C'est la grande question. Je n'en suis pas totalement certain. Mais en tout cas, elle a tout intérêt à instiller le doute dans l'esprit de Pékin quant à son attitude en cas de geste de ce type. Oui, justement, vous l'évoquez, l'enjeu pour l'Occident, en règle générale, pour l'Amérique et l'Occident, il est considérable parce qu'il faut rappeler que Taïwan produit plus de la moitié des semi-conducteurs de la planète, et donc c'est, comment dirais-je, une source d'approvisionnement essentielle pour l'économie mondiale, ou en tout cas l'économie mondialisée. Mais aussi pour l'économie chinoise. Le grand paradoxe, c'est que justement Taïwan est aussi un fournisseur, un investisseur et un fournisseur pour la Chine populaire. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles on peut douter d'une invasion. Tuer la poule aux œufs d'or, ça serait pas forcément une très bonne idée pour la reprise chinoise. Sur les semi-conducteurs, effectivement, c'est le cas. Mais j'allais dire que s'il y avait une guerre, personne ne serait gagnant. Ni la Chine, ni Taïwan, ni l'Occident. Les usines de semi-conducteurs, c'est quelque chose de très fragile, et la capacité taïwanaise serait certainement endommagée. Tout le monde en souffrirait. Mais je rappelle quand même que il y a 10 ou 15 ans, quand Taïwan n'avait pas pris autant de place dans l'économie des semi-conducteurs, c'était déjà un enjeu important. Ouais. Donc je crois qu'il ne faut pas non plus y voir une guerre pour les ordinateurs ou pour les circuits imprimés. Alors c'est difficile d'avoir une appréhension juste de l'état de l'opinion chinoise, évidemment, par rapport à ce conflit. En revanche, de nombreuses informations, de nombreux témoignages nous viennent de Taïwan. Est-ce que la population taïwanaise vit dans une sorte de, comment dirais-je, d'angoisse, quoi, finalement? Elle se prépare à la guerre? Il y a vraiment ce sentiment, ou alors ça reste malgré tout plus diffus?
Non, c'était assez diffus jusqu'au 24 février, jusqu'à l'invasion russe de l'Ukraine. L'Ukraine a servi d'électrochoc dans tous les sens du terme, dans positif et négatif. Positif parce que les Taïwanais ont vu la capacité des Ukrainiens à résister. Donc ça c'est le côté, c'est la bonne nouvelle. Ça les a encouragés justement à développer leur propre capacité de résistance. Négatif de l'autre côté parce que dans le même temps, ça a montré la réalité et toute l'horreur d'un scénario d'invasion. Donc ça a été vraiment un tournant du point de vue de la perception des Taïwanais qui aujourd'hui réagissent en rétablissant par exemple le service militaire obligatoire de 12 mois. C'est ça. Donc là, ça a servi vraiment de tournant dans la perception taïwanaise qui n'est pas une population angoissée, mais qui est une population qui sait qu'elle doit prendre au sérieux le risque d'action de force de la part de Pékin. Entre la Chine et Taïwan, est-ce qu'il pourrait y avoir une mission de médiation quelconque, ou alors la communauté internationale va être un petit peu spectatrice finalement, d'une certaine façon, de cette opposition et de cette dualité? Alors, médiation, certainement pas. Ça n'est pas du tout une question de négociation et de médiation. Ça, je crois qu'il faut pas rêver. Contrairement à ce que font parfois certains Européens ou comme on le fait parfois à l'ONU. En revanche, c'est une question qui mobilise la communauté internationale dans son ensemble parce que toute l'économie mondiale souffrirait indirectement d'un affrontement, entre la Chine et Taïwan, surtout avec implication des États-Unis. Donc, le rôle de la communauté internationale, à mon sens, c'est de contribuer à dissuader de Pékin de s'en prendre à Taïwan, notamment en faisant comprendre à la Chine quelle serait l'ampleur des dommages économiques que son économie qui serait infligée à son économie via les sanctions. L'Europe, par exemple, ne participerait pas militairement à la défense de Taïwan, mais elle peut faire comprendre à la Chine qu'elle pourrait, en revanche, elle, participer à des sanctions. On peut essayer de dissuader la Chine par des sanctions pour éviter justement que ce conflit se produise. Ouais, et puis il y a aussi, je le disais également en introduction de notre discussion, Bruno Tertrais, les aides militaires importantes qui sont décidées par Washington, notamment ces 10 milliards de dollars sur 5 ans. Pardonnez la question du profane, mais c'est important ou ça reste malgré tout, comment dirais-je, marginal, entre guillemets, enfin... Ça n'est pas du tout marginal pour Taïwan et c'est important. Mais ça n'est qu'une étape supplémentaire dans une aide militaire américaine qui a toujours été substantielle. Je rappelle tout de même que Taïwan n'est pas un allié formel des États-Unis. L'Amérique ne s'est pas formellement par un traité engagé à protéger cette île comme elle protège le Japon ou l'Europe, par exemple. Il n'y aurait pas d'engagement juridique, par exemple. Voilà, il n'y a pas un engagement juridique, mais l'engagement politique est de plus en plus fort. Pardon, je vous avais perdu. Il y a beaucoup de soutien de Taïwan au Congrès et donc véritablement l'aide militaire est totalement consensuelle. Le package qui est en train d'être voté au Congrès est particulièrement important, mais il est toujours en dessous de ce que réclameraient les Taïwanais. Donc voilà, c'est un jeu classique entre alliés, mais ça n'est pas un saut qualitatif majeur dans l'aide militaire américaine qui a toujours été substantielle. Mais ça reste un élément de dissuasion, on l'imagine, à l'égard de Pékin. Merci infiniment Bruno Tertrais d'avoir été Merci à vous. En ligne avec nous ce matin, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique.